Vis-à-vis de la faune et de la forêt, c'est plutôt négatif, non? Non, en fait, c'est même l'inverse, et c'est un des éléments importants qui ont présidé au choix de sa création. Est-ce qu'une forêt en libre évolution, c'est-à-dire sans acte de gestion de l'homme, est plus riche en biodiversité qu'une forêt gérée? Tout dépend de ce qu'on entend par gestion forestière. Au niveau de Sylvact, on cherche plutôt à être sur des modèles de gestion qui vont favoriser la biodiversité. La faune en fait partie, mais la flore aussi. On commence depuis plusieurs décennies maintenant à avoir une gestion forestière qui est plus proche de la nature, c'est-à-dire autant aux zones de plaine, il y avait une vision effectivement je dirais industrielle, économique derrière la forêt. En zone de montagne, c'est beaucoup plus compliqué parce que la principale contrainte, c'est la pente. Donc c'est une gestion qui effectivement est plus proche de la nature, on est plus proche d'une forme de cueillette, ce qu'on appelle la régénération par trouée, une sylviculture par trouée. C'est-à-dire qu'on va faire des emporte-pièces dans certains secteurs, où on va venir effectivement récupérer le matériel sur pied. Donc on crée des trouées dans les peuplements, des trouées qui font entre 15 et 20 arts, donc c'est 1500 à 2000 mètres carrés, ce qui est tout petit. Ces trouées, elles sont là pour permettre au peuplement de se régénérer et de garder une structure irrégulière au peuplement, qui est le peuplement que tout le monde attend. Les clairières générées par l'exploitation forestière créent des milieux ouverts qui sont favorables à certaines espèces animales. De plus, si la biodiversité est plus importante dans les forêts vieillissantes et matures que dans les forêts jeunes, elle l'est plus encore dans un massif forestier où les deux se côtoient. La diversité de ces peuplements permet de cumuler les espèces vivant dans les forêts matures, clairières et forêts jeunes. À ce titre, le mode de gestion forestière est favorable à la biodiversité des espèces. Les habitants du pic tridactyle et des petites chouettes ne sont pas menacés à l'échelle du massif. L'ONF laisse en place les arbres dits bio ou à cavité pendant les travaux de création de la route, ainsi que durant l'exploitation forestière. Pour leur protection, ces arbres sont répertoriés et suivis par l'ONF, qui en a répertorié 1500 sur l'unité territoriale du pays du Mont-Blanc. On a des forêts qui sont très fortement impactées par les changements climatiques, entre autres des problèmes phytosanitaires. Il y a un petit insecte sympathique qui s'appelle le bostriche qui vient attaquer les épicéas, et il y a des attaques qui sont assez conséquentes. Donc on peut commencer à se poser la question pour savoir si les épicéas sont encore adaptés en zone de montagne à nos conditions je dirais, climatiques et de développement. Il y a aussi les effets de la sécheresse qui sont assez conséquents, avec des peuplements qui sont en train effectivement on va dire, pas forcément de mourir, mais qui sont malmenés sur de très très grandes surfaces, et toute disparition du couvert forestier va générer des problèmes, à plus d'un titre. Je parlais de risques naturels, c'en est un. Ça va être aussi des impacts paysagers. Je ne suis pas sûr que les gens qui apprécient nos paysages de montagne les apprécient autant s'il n'y avait plus du tout de végétation forestière. Aujourd'hui, les scénarios climatiques sont plutôt pessimistes. Je veux dire, et si on sait que l'épicéa a encore, on va dire, un avenir sur le versant nord de Tête Noire, on sait qu'à long terme, voilà, il faudra quand même envisager son remplacement, sa diversification aussi, hein. Une forêt résiliente, c'est une forêt qui n'est pas monospécifique en essence. C'est une forêt qui va avoir plusieurs essences et qui va permettre d'être plus résistante. Les vieilles forêts arrivent à un stade d'effondrement. Le bois mort tombé au sol va alors générer du CO2 au lieu d'en stocker. Aussi, l'âge des forêts est un facteur de fragilité vis-à-vis d'événements climatiques un peu extrêmes. On a connu des neiges lourdes, des neiges de printemps un peu lourdes avec beaucoup de casse. On a connu des épisodes de vent, de tempêtes très fortes, donc avec des arbres, des peuplements âgés, compressés, donc plus sensibles à ces effets-là. Donc ce qu'on cherche à avoir, c'est une stratification du peuplement avec plusieurs étages, des jeunes arbres, des arbres un peu plus âgés, puis effectivement garder quand même des vieux arbres, notamment pour des questions de biodiversité. Et puis un autre aspect qui est d'avoir aussi un mélange d'essences forestières, c'est-à-dire de ne pas avoir un peuplement uniforme, mais d'avoir à la fois du hêtre, de l'épicéa, du sapin, des érables, etc. Et de trouver un équilibre qui permette d'assurer la stabilité et l'adaptation aux changements climatiques de ces forêts. Oui, c'est un sujet qui aujourd'hui est très prégnant, hein. On est en pleine évolution climatique et la forêt souffre, hein. Il faut savoir qu'il y a plus de 35 000 hectares de forêt qui ont été détruits ces derniers temps par les évolutions climatiques. Donc
on est en train de travailler, de rechercher les essences qui vont s'adapter en travaillant sur le climat, en faisant de la modélisation. On recherche aussi éventuellement des provenances en gardant les mêmes essences, mais en ayant des provenances qui viennent un peu plus du sud. Hein, c'est-à-dire un épicéa des Alpes du Sud, ce sera certainement plus adapté qu'un épicéa des Alpes du Nord, plus habitué aux phases de sécheresse. Voilà, il y a tout un travail, il y a ce qu'on appelle des îlots d'avenir qui se mettent en place, qui permettent de tester, mais c'est un travail qui va donner des résultats dans quelques années, c'est-à-dire c'est pas, voilà, c'est pas immédiat. On est sur un peuplement, on n'est pas sur de l'agriculture, on est sur de la forêt, et la forêt c'est une évolution qui est quand même lente, pour avoir un résultat c'est 30, 40, 50 ans. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, l'un des principaux aspects du changement climatique, c'est le décalage des régimes de précipitation. Donc les pluies se trouvent très décalées, on se retrouve avec des périodes de sec, ce qu'on appelle des sécheresses de printemps, en plus des canicules estivales. Moi j'habite sur Grenoble, on a eu un incendie en 2003 lié à la sécheresse de 2003 sur un massif qui s'appelle le massif du Néron, qui a brûlé pendant 1 mois et demi. Voilà. Avec des conditions d'accès impossibles aux pompiers. Il a fallu utiliser des canadaires, il a fallu utiliser des hélicoptères bombardiers d'eau. Voilà, ça c'est les vraies problématiques de montagne, c'est l'accessibilité au massif. Dans une vallée comme ça, si je n'ai pas de moyen d'accès, hormis l'utilisation de canadaires, il peut se produire ce qui s'est produit au Portugal, en Grèce, aux États-Unis dernièrement, où le feu arrive dans les zones urbaines, et là c'est la catastrophe. La Haute-Savoie est maintenant devenue une zone rouge pour les risques d'incendie de forêt. Tout le monde a en tête les incendies de cet été en Californie et régulièrement ceux du sud de la France. Ne pas entretenir la forêt, c'est prendre le risque que cela arrive chez nous. Les prairies de l'alpage de Varan ont d'ailleurs pris feu en 2011. On parlait d'impact de changement climatique en zone de montagne, l'impact sur la neige, mais ça pourrait être très bien une piste forestière, par exemple. Pour les gens qui pratiquent le ski de fond, on a souvent toujours de la neige sur ces pistes-là et on aura toujours une activité en conséquence. L'étude d'impact indique bien que le projet n'est pas de nature à générer des impacts sur la dynamique écologique du site, tant en phase de travaux que pendant l'exploitation forestière. Le bois récolté permet de construire 20 chalets de 100 mètres cubes, ce qui, en évitant le transport du bois qui vient du nord, permet d'économiser l'équivalent de 2000 tonnes de CO2 par an. Cela représente 8 millions de kilomètres parcourus en voiture. Il faut savoir que chaque année, nous importons en Haute-Savoie 50 000 mètres cubes de bois de construction provenant d'Allemagne, d'Autriche et de Scandinavie, ce qui représente un bilan carbone très lourd. On peut lire que ce ne serait pas rentable et que le coût des travaux ne serait pas amorti. L'exploitation du bois permettra de créer 42 emplois à l'année. Quant au coût, il sera financé à 80% par des subventions, dont 40% proviennent de l'Europe via le FEADER. Ces dernières sont octroyées à des projets visant à une croissance intelligente, durable et inclusive. Cela accrédite encore, si besoin était, l'apport sur le plan écologique de cette route. Préserver la forêt, le paysage unique de notre région, diminuer les émissions de CO2, permettre à la faune de se développer et créer des emplois, cela a-t-il un prix? Cela doit-il générer des bénéfices pour que l'on accepte de le faire? Depuis quelques mois, des rumeurs circulent à propos de la route forestière du col de Vose, laissant courir les pires infox à son sujet. Étonnamment, durant les 10 années de son élaboration, personne n'y a trouvé à redire, y compris France Nature Environnement 74, qui n'a pas voté contre le 14 mai 2020. Au contraire, durant toutes les étapes, son utilité sur le plan écologique a été reconnue, quelle que soit la tendance politique des votants. Contrairement à ces rumeurs, la route forestière du col de Vose est un projet à vocation écologique et reconnu comme tel par les différents organismes auxquels il a été soumis. Elle ne défigurera pas le paysage, mais au contraire le protégera de la destruction tout en participant à la réduction de CO2, élément indispensable dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et elle créera des emplois, ce qui n'est pas un atout négligeable.